En quatrième, méthodologie et appareil de caption. Cette présentation sera suivie par une période de questions à la fin. Si, durant la présentation, vous avez une question, vous pourrez l'écrire dans la section intitulée « Questions » à la droite de votre écran et ces questions seront répondues à la fin. De plus, une question quiz sera posée durant la présentation. Vous pourrez y répondre en inscrivant votre réponse dans la section « Questions » toujours à la droite de votre écran. Cette présentation sera enregistrée. Une copie de cet enregistrement sera mise à la disposition de nos participants. Bonjour à tous. Mon nom est Michel Mondor et je suis chargé de compte technique STI pour Stinson ITS pour l'Est du Canada et je serai votre hôte pour ce webinaire qui portera sur la technologie des capteurs de circulation Bluetooth et Wi-Fi. Nous discuterons de cette technologie et essayerons de démystifier la croyance que ce type de détection peut engendrer. De plus, notre partenaire qui se joint à nous aujourd'hui est Michael DeSantis, PDG de la firme Innovation MI8, une firme basée ici même à Montréal. Michael partagera son expérience avec les systèmes de captation Bluetooth et présentera aussi certains projets sur lesquels MI8 travaille présentement dans la grande région de Montréal. Donc, voici l'agenda pour le webinaire présenté aujourd'hui. En premier, présentation de Stinson ITS et de Innovation MI8. En deuxième, historique des technologies Bluetooth et Wi-Fi. En troisième, historique de l'échantillonnage véhiculaire. En quatrième, méthodologie et appareil de caption Bluetooth et Wi-Fi. En cinquième, l'importance du volume des données récoltées. En sixième, manipulation des données et respect de la confidentialité. En septième, MI8 va nous parler de leur projet présentement en cours au tunnel Louis H. Lafontaine, ici même à Montréal. En huitième, toujours MI8 qui va nous parler d'un autre projet en cours qui va être en cours au Québec que pour le projet SRB-P9 que MI8 et Stinson ITS ont remporté ensemble. Puis, en dernier, la période de questions. Mais tout d'abord, qui sont Stinson ITS et Innovation MI8? Stinson Our-Light est une compagnie basée en Ontario, plus précisément à Concorde, et est en affaires depuis plus de 50 ans et qui compte plus de 100 employés à son actif. Stinson STI ou Stinson ITS est un fabricant, concepteur et distributeur d'une grande gamme de produits reliés aux technologies de transport intelligent et fut fondé il y a 5 ans. Stinson STI compte maintenant 13 employés, tout autant passionnés les uns que les autres. Stinson opère présentement 7 points de vente, soit 4 en Ontario, 1 en Alberta, 1 en Colombie-Britannique et 1 au Québec. Innovation MI8 est un partenaire de longue date et aussi distributeur du Stinson ACE ou le Stinson AIS que nous discuterons aujourd'hui. Notre gamme de produits va de la fourniture d'équipements spécialisés tels que les capteurs Bluetooth et Wi-Fi Stinson ACE, en passant par les divers systèmes de transport intelligents aux logiciels de gestion et de surveillance de la circulation. Notre offre va de la conception de produits liés à la sécurité de la circulation, à l'entretien continu de ces systèmes. Maintenant, Michael DeSantis va nous présenter Innovation MI8. Michael? Merci Michel et bonjour à tous. Innovation MI8 est une jeune entreprise œuvrant essentiellement dans le domaine des systèmes de transport intelligents. Nous nous spécialisons surtout dans les technologies de collecte et de la diffusion de données de circulation pour les routes et les stationnements. Comme indiqué dans notre mission, nous visons à fournir des solutions produisant des données de circulation fiables
destinés à optimiser la mobilité des usagers de la route. Prochain slide. Notre offre se décline en 3 volets. D'abord, offrir des solutions clés en main où nous intégrons plusieurs technologies pour répondre à des besoins spécifiques. Nous utilisons des technologies de pointe telles que les capteurs micro-ondes radar de Smart Micro pour les données de circulation et les capteurs ACE de Stinson pour déterminer les temps de parcours. Nous pouvons aussi exploiter, sous forme de modèles de service, les systèmes de collecte de données pour assurer la qualité de ces données auprès des gestionnaires. C'est le modèle qui est utilisé présentement pour le projet que je vais vous présenter plus tard. À toi, Michel. Next slide. Merci, Michael. Désolé, il y avait un petit contretemps. Maintenant, nous allons faire un petit survol des technologies Bluetooth et Wi-Fi. Regardons rapidement l'historique du Bluetooth. La technologie sans fil date de plusieurs années et nous n'avons qu'à penser aux téléphones sans fil que l'on retrouvait dans nos maisons des années 90 pour s'en rappeler. Mais c'est notamment en 1994 que la technologie Bluetooth a vu le jour. Cette technologie, développée par un chercheur de la firme Ericsson, le Dr. Jack Hartson, visait à offrir une alternative à la communication filaire RS-232 qui datait déjà de plusieurs années et qui devenait un peu contraignante. Mais aujourd'hui même, si le Bluetooth a pris sa place, les plus vieilles technologies demeurent toujours utiles. Par contre, bien que cette technologie fut créée en 1994, il nous aura fallu attendre jusqu'en 2001 pour voir les premiers cellulaires offrant cette technologie arriver sur les marchés pour le grand public. Le Bluetooth est aujourd'hui un essentiel dans nos systèmes de communication sans fil, mais sa distance de portée en fait une communication de proximité. La norme IEEE 802.11 est à la base de la créancière du Wi-Fi et fut créée en 1999 par le consortium Wireless Ethernet Communication Alliance, ou mieux connu sous le nom de WECA, qui était alors un consortium composé des compagnies Aeronet, Harris Semiconductor, Lucent, Nokia et Symbol Technologies. Ce consortium fut renommé la Wi-Fi Alliance en 2003. Le nom Wi-Fi fut quant à lui proposé par la firme Interbrand, une compagnie spécialisée en communication de marque, et c'est l'acronyme de Wireless Fidelity, donc WI et FI. L'avantage le plus évident de la technologie Wi-Fi est en fait sa plus grande portée, ce qui en fait un transporteur beaucoup plus efficace sur de longues distances que le Bluetooth. Maintenant, discutons de l'historique de l'échantillage véhiculaire. Les études de comptage et l'échantillonnage véhiculaire ne datent pas d'aujourd'hui. Pour aussi loin qu'il y a des véhicules sur la route, des registres de comptage et d'échantillonnage véhiculaire sont trouvables. Mais ces comptages n'ont pas toujours été simples, car les technologies disponibles dans ces temps étaient très limitées et aussi très contraignantes. Depuis 1950, la venue de technologies plus poussées aide grandement à faciliter ces études de comptage. Encore aujourd'hui, des comptages manuels sont pratiqués, mais limités à cause de l'accroissement des volumes de circulation. La technologie permet maintenant d'effectuer ces comptages de façon beaucoup plus efficace et rapide. Nous allons maintenant parler des méthodologies de captation. Plusieurs fabricants proposent une multitude d'appareils permettant la captation de signaux Bluetooth visant à accumuler et générer des rapports de temps et de déplacement. Possédant une vaste expérience dans le domaine de la conception, installation et maintenance de tels systèmes,
Stinson ITS décida donc de développer son propre système de captation Bluetooth et Wi-Fi. Au cours des 10 dernières années, la très grande demande pour de telles études nous a permis de développer notre propre capteur, soit le Stinson ACE ou le Stinson AES. Ceci nous aura permis d'offrir un produit très performant et aussi très compétitif. Dès le début, les besoins exprimés par nos clients visaient le côté abordable de ces équipements et surtout la possibilité d'utiliser nos capteurs sur toutes sortes de plateformes. Nous avons donc développé le Stinson ACE sur une architecture complètement ouverte et facile d'intégration. Sa conception riche en fonctionnalités, robuste et abordable en fait un capteur des plus intéressants sur le marché. Voici d'ailleurs quelques caractéristiques de ce capteur. Son alimentation simplifiée permet un fonctionnement par PoE ou par panneau solaire. Offrant une installation très simple, les deux modèles distincts permettent une installation soit sur poteau avec sangle ou encore en insertion dans un coffret. Un investissement minime grâce à son coût perturbateur, le AIS peut satisfaire les plus petits budgets. Un transfert de données simplifié grâce à une carte SD qui permet aussi d'emmagasiner les données localement si le capteur n'est pas relié par connexion cellulaire ou autre. La possibilité d'utiliser des antennes soit directionnelles ou omnidirectionnelles offre l'avantage de cibler une zone d'échantillonnage plus réduite et précise, par exemple une bretelle d'entrée ou de sortie d'autoroute, ou encore de détecter la circulation sur deux voies séparées et dans deux directions opposées. Le calcul de temps de déplacement est simple et rapide. La possibilité de cibler des zones de détection plus précises offre des résultats plus fiables. Le volume des données récoltées. La collecte de données par Bluetooth et Wi-Fi sert à générer des rapports et des indicateurs pouvant être utilisés pour la gestion de chantiers routiers, ainsi que pour aviser et informer les usagers de nos réseaux routiers de situations particulières et anormales lors de leur déplacement. Ces messages d'avertissement sont normalement affichés sur des panneaux à messages variables qui sont disposés à des endroits accessibles et stratégiques et reliés à des systèmes centraux vers lesquels les données de temps de déplacement sont envoyées et traitées. Les données ainsi récoltées sont comparées à des algorithmes et, à l'aide de logiciels, des messages décrivant la situation de la circulation en temps réel sont retournés au panneau à messages variables. De plus, les équipements utilisés par ces systèmes sont généralement très faciles d'entretien, offrent des coûts d'acquisition et d'opération minimes et assurent aussi l'intimité des usagers en altérant les identifiants MAC en code non reconnaissable. C'est ce qu'on appelle le hashing. Comme tout autre système de mesure, c'est la quantité de données récoltées qui permet le calcul des plus précis et des résultats reflétant le plus la réalité. Par exemple, comme représenté sur la diapositive plus haut, si un boulevard ou un artère est muni d'un capteur Bluetooth Wi-Fi à son entrée et d'un autre à sa sortie, et que des rues perpendiculaires sont situées entre ces deux points sans toutefois être munis de capteurs, les véhicules entrant sur ces rues perpendiculaires réduiront le volume de données à la sortie sans toutefois être compensés et affecteront la précision du système car certains véhicules seront perdus en route. Stinson ITS a travaillé conjointement avec plusieurs clients en Ontario, notamment lors de la pandémie, afin de déterminer les changements d'habitude et de déplacement provoqués par le confinement et ses impacts sur la circulation en milieu urbain. Au cours des 7 dernières années, Stinson a déployé un réseau de plus de 100 capteurs Bluetooth et Wi-Fi, notamment sur les projets de travaux routiers autour des systèmes de trains légers dans la grande région de Toronto. Ces capteurs permettent aujourd'hui de collecter des quantités incroyables de données, aidant à établir des indicateurs en temps réel
sur ces très grands chantiers. Maintenant, la manipulation des données et la vie privée. Le Stinson AIS offre la possibilité de camoufler les adresses MAC récoltées à l'origine afin qu'elles ne soient pas reconnaissables à destination. Par contre, les adresses MAC des captations Bluetooth ne retournent que la portion élevée des adresses, soit le OUI ou le Organizationally Unique Identifier en anglais. La portion LAP du Bluetooth est toujours visible et transmise, mais puisque le OUI est manquant, cette adresse MAC ne peut être que très difficilement traçable. Avec les détecteurs Stinson ACE, la méthode HashSalt est favorisée. Le protocole de hashing typique ne nécessite pas de clé de traduction. À la place, le hashing permet de déterminer si des altérations ont eu lieu et si les données sont emmagasinées tout en étant méconnaissables. Lorsque l'option Enable Hashing est à True ou vrai dans les paramètres du Stinson ACE, l'adresse MAC est saupoudrée de HashSalt puis brouillée. Tous les capteurs étant sur le même réseau doivent utiliser le même HashSalt, sinon les données ne seront pas partageables entre ces capteurs. Les données qui sont ainsi brouillées semblent avoir tous la même longueur. Donc, nous sommes rendus à notre quiz. Le gagnant de ce quiz va se mériter un ensemble cadeau offert par Stinson ITS. S'il vous plaît, utilisez la section « Questions » à droite de votre écran pour y répondre. La première personne qui répond avec la bonne réponse sera notre gagnant et se verra remettre les items montrés à l'écran, soit une tasse, un cahier de notes ainsi qu'un stylo, tous portant l'effigie de Stinson ITS. Le nom du gagnant sera prononcé après une vingtaine de secondes. Donc, si vous êtes prêts, voici la réponse de notre quiz. Question. En quelle année est-ce que la technologie Bluetooth fut rendue disponible sur nos cellulaires? La réponse A, 1990. La réponse B, 2001. Et la réponse C, 1994. Nous avons un gagnant. Il s'agit de Ghislain. Donc, la réponse gagnante était le B, 2001. Donc, Ghislain, on va te faire parvenir, tel que mentionné, les 3 items de Stinson ITS. On va t'écrire après la présentation d'aujourd'hui pour obtenir tes coordonnées pour pouvoir te faire parvenir ça. Merci beaucoup pour la participation de tous. Maintenant, Michael DeSantis va nous parler, dis-je bien, de certains projets dans la grande région de Montréal. Michael? Merci, Michel. Bon, je vais vous présenter maintenant un projet concret où nous utilisons le capteur ACE de Stinson dans un contexte de travaux routiers associés à la réfection majeure du tunnel Louis-Hippolyte Lafontaine, présentement en cours de réalisation. Prochaine diapo. D'abord, un bref survol du projet. Il s'agit d'un projet d'envergure qui s'étend sur plusieurs kilomètres au-delà du tunnel sur les tronçons des autoroutes 25 et 20 et qui sera réalisé par le consortium Renouveau Lafontaine. Comme vous le savez, le tunnel est situé dans un axe important et très achalandé où circulent plus de 120 000 véhicules par jour, dont 30% de ce volume est constitué de camions. On peut comprendre alors que l'impact à la mobilité des personnes et des biens dans ce corridor routier sera important pour la durée des travaux de réfection d'ici 2024. C'est dans ce contexte que le monitoring de la circulation à l'aide de capteurs est devenu une exigence et par ce fait, un élément intégral dans la réalisation du projet. En plus de suivre l'évolution du trafic dans les zones impactées,
Le monitoring permettra d'évaluer les mesures d'atténuation entreprises pour assurer une fluidité de la circulation malgré les entraves occasionnées par les travaux. Prochaine diapo. En début de cette année, MI8 a été mandaté par le consortium RLF de réaliser le monitoring de la circulation à l'aide de stations de recueil de données. Dans le cadre de ce projet, MI8 a développé et déployé une solution intégrée qui sera utilisée par les gestionnaires de la mobilité de ce projet. Cette solution consiste de deux parties. Le premier étant les équipements de collecte de données déployés à l'intérieur de la zone d'influence des travaux. La deuxième partie consiste d'une plateforme infonuagique où les données sont recueillies, traitées et diffusées par l'entremise d'un service web afin de permettre la visualisation des informations reliées à la circulation. En plus de la fourniture et du déploiement de la solution, nous sommes aussi responsables du fonctionnement du système et de la qualité des données produites. Prochaine diapo. Dans le cadre de ce projet, les données recherchées ainsi que les critères de performance sont présentés à l'écran. Autre que les données de circulation classiques telles que débit, vitesse et classification, on retrouve les données de temps de parcours et de file d'attente. En particulier, les données de temps de parcours jouent un rôle important car cette information sera diffusée au public par l'entremise de panneaux à messages variables. Je crois ici c'est une première au Québec pour un projet de cette envergure. Enfin, MI8 doit assurer par moyen de validation que les équipements de collecte de données répondent aux critères de performance établis et ceux qui sont présentés ici. Prochain slide. Voici un exemple d'une station de collecte de données de conception entièrement modulaire. Les composantes clés sont les capteurs micro-ondes radar de Smart Micro pour les données de débit, classification et vitesse. Celui-ci est situé sur le haut du mode dans l'image, à droite. Le capteur Bluetooth Wi-Fi ACE pour le calcul du temps de parcours. Celui-ci est le modèle tablette qui est situé à l'intérieur du boîtier d'équipement. Un accumulateur de données pour assurer une redondance quant aux données recueillies et un modem/routeur cellulaire pour la transmission des données en continu vers la plateforme infonuagique. Ces stations ont été conçues pour être autonomes, c'est-à-dire que l'alimentation est assurée par batterie au lithium et qui sont elles-mêmes alimentées par panneaux solaires. Prochaine diapo. En termes de déploiement, le système comprend 25 stations de collecte de données étendues dans le corridor des autoroutes de part et d'autre du tunnel. Ces stations ont été déployées sur l'axe principal du projet, soit les autoroutes 25 et 20, ainsi que les axes perpendiculaires, qui sont les autoroutes 30, 40 et la route 132. L'étendue des stations est d'environ 30 km entre la première station située à l'entrée 109 à Belleuil, qui est à gauche dans l'image, pardon, à droite, et la dernière station située à la hauteur du boulevard Henri Bourassa à l'autre extrémité. À la prochaine diapo. Comme j'ai mentionné avant, le temps de parcours sera affiché sur des panneaux à messages variables conçus spécifiquement pour ce projet. 12 PMV sont prévus et leurs positionnements sont présentés à l'image. Ces PMV sont fournis par MI8 et ils seront déployés prochainement.
Le temps de parcours affiché sera celui calculé par le système pour atteindre le tunnel du côté Rive-Sud et du côté Montréal. Prochain slide. Toutes les données recueillies sont accessibles par l'entremise d'un portail web entièrement configurable par l'utilisateur. Ce portail permet la visualisation et le téléchargement des données ainsi que la production des rapports. Par le biais de tableaux de bord, comme présenté ici, l'information est accessible en tout temps. Cette plateforme permet aussi l'inclusion de données ouvertes, offertes par d'autres organismes, tels que le MTQ ou la Ville de Montréal. Dans cet exemple, certaines images provenant des caméras sont des images provenant des caméras de surveillance du ministère. Prochaine diapo. À partir de notre plateforme, on peut cliquer sur une station pour voir l'état de fonctionnement et les données qui sont générées en temps réel. J'ai préparé un court vidéo montrant la composante temps de parcours dans le cadre de ce projet. Dans cet exemple, j'ai choisi la station qui est située sur l'île Charon, à proximité du tunnel. Celui-ci est situé au centre de l'image. Tu peux démarrer le clip, Michel. En cliquant sur l'icône de la station, plusieurs informations sont présentées, dont la mise à jour du capteur, le nombre de détections ainsi que la liste des parcours prédéfinis où se trouve le capteur. Je clique sur un de ces parcours prédéfinis et l'information plus détaillée est affichée. On voit ici le parcours de manière graphique. On voit aussi les informations détaillées, dont la longueur du parcours en kilomètres, le temps de parcours, la vitesse moyenne pour parcourir cette distance et une métrique de qualité sur le calcul du temps de parcours. On voit aussi une liste de capteurs par Bluetooth faisant partie de ce temps de parcours prédéfini et la distance à laquelle il se trouve. Enfin, en cliquant sur l'onglet graphique, on voit le graphique qui présente le temps de parcours calculé en fonction de l'heure de la journée. Dans cet exemple, on constate l'effet de la congestion, surtout en soirée, pour ce parcours de l'ouest en est. Ceci termine la présentation sur le projet du tunnel. Je vais maintenant vous présenter brièvement l'autre projet. Comme Michel a mentionné, nous avons récemment obtenu le mandat pour instrumenter le boulevard P9 avec les capteurs ACE dans le cadre du projet SRB P9. 33 unités sont prévues sur une distance d'environ 11 km le long du boulevard P9, soit entre les boulevards Henri Bourassa et Notre-Dame. Ces capteurs seront raccordés au Centre de gestion de la mobilité urbaine de la Ville de Montréal. Dès leur installation et mise en service, les temps de parcours calculés seront utilisés dans la programmation des feux de circulation aux 47 intersections signalisées qui se trouvent dans ce corridor. Le déploiement de ces capteurs est prévu au printemps prochain. Donc, on verra l'année prochaine les résultats de ce déploiement. Ça fait le tour. Voilà, Michel, la parole est à toi. Merci beaucoup, Michael. C'est très, très intéressant. Notre prochain webinaire, qui va se tenir le 2 novembre à 1h ou 13h de l'après-midi, va porter sur le système de gestion de circulation adaptatif sur track de Rapid Flow et sera présenté par notre chargé de compte pour l'Ontario, Brian Bard, et lui-même sera accompagné de Greg Barlow, qui est le Chief Technical Officer de la compagnie Rapid Flow Technologies. Nous espérons vous y revoir en grand nombre.
Maintenant, on va attaquer la période de questions. Je vois qu'on a quelques questions qui sont rentrées. Donc, on va les adresser une par une. La première est une question de Jean. Jean nous demande la hauteur recommandée d'installation. En fait, excusez-moi, Jean nous demande, lors d'une installation typique de capteur Bluetooth et Wi-Fi, quelle est la hauteur recommandée? Jean, selon nos pratiques et notre expérience, on recommande toujours de ne pas dépasser les 3 à 5 mètres dans l'installation de l'antenne du Stinson Ace afin de maximiser la captation des données émises par les véhicules. Donc, 3 à 5 mètres, c'est pas mal dans les standards d'installation pour ce type d'appareillage. Maintenant, j'ai une question qui arrive de Robert. Robert me demande comment est-ce que le temps de déplacement calculé avec les capteurs est-il validé et quelle est la précision à ce jour? Michael, ça c'est une question pour toi, je te la laisse. Merci Michel et bonne question. Oui, effectivement, nous devons valider, comme j'ai montré dans les exigences, les critères de performance, d'assurer que la précision est de l'ordre de 90%. En anglais, on dit ground truth. On fait la comparaison en conduisant nous-mêmes le trajet et on compare justement la valeur le temps que ça nous a pris pour faire ce parcours, réaliser le parcours avec celui que le système aura calculé. Comme je l'ai mentionné, les panneaux messages variables ne sont pas encore déployés et nous avons amorcé dernièrement justement cette période de validation avec les systèmes actuels. Les premiers indices, c'est que nous sommes vraiment à l'intérieur de ces temps de parcours. Mais ultimement, la plateforme probablement aurait cette information aussi incluse pour dire pour informer les usagers de la qualité de l'information, comme vous avez vu pour la qualité des données calculées avec les capteurs ACE de Stinson. Merci, Michael. Maintenant, une autre question qui vient de rentrer. Celle-là vient de Louis. Il nous demande, utilisez-vous des antennes directionnelles ou omnidirectionnelles sur le projet du tunnel Louis H. Lafontaine? Encore une fois, Michael, celle-là, c'est pour toi. Merci, Michel. Bonne question. Effectivement, les deux types d'antennes existent et je sais que, Michel, tu as fait référence au tout début de ta présentation. Dans notre cas, l'ensemble des antennes utilisées pour les capteurs Bluetooth sont de type omnidirectionnel. Simplement parce qu'on veut s'assurer de capter tout ce qui est, tout dispositif muni de radio Bluetooth ou Wi-Fi à proximité du capteur. On laisse l'algorithme faire le calcul ou le choix justement des adresses MAC qui sont identifiées à un capteur et on les retrouve au capteur suivant. Les capteurs unidirectionnels sont utilisés surtout lorsqu'on veut vraiment focuser à un endroit particulier et on veut minimiser le nombre de détections, ce qui n'est pas notre cas ici dans le contexte du projet du tunnel. D'accord, merci beaucoup, Michael. J'ai une question ici de Patrick qui nous demande, je crois qu'on a peut-être répondu avec la première question qu'on avait eue de Robert, par contre. Patrick nous demande, avez-vous validé les temps de parcours et si oui, comment? Je pense que c'est plus dans ton projet, Michael. Oui, c'est ça. J'ai répondu, mais comme je disais, nous sommes en train de faire la validation officielle, comme le fait les panneaux ne sont pas installés. Mais elle va se faire par une comparaison entre un parcours conduit, un probe, comme la sonde est en nous, et le calcul du temps de parcours par le système. D'ailleurs, chaque station, comme vous avez vu, les 25 stations sont tous munies de Bluetooth. On peut calculer le temps de parcours interstation. Ça serait un peu trop micro. Nous, ce qu'on recherche, c'est un peu comme ce qui est indiqué sur le panneau. Le temps de parcours, lorsque vous voyez le panneau et le temps que ça va vous prendre pour atteindre le tunnel. Donc, ça, c'est le trajet à parcourir et c'est cela qu'on va comparer la donnée
capté sur le terrain versus calculé par le système. D'accord, merci Michael. Je crois qu'en même temps, ceci va avoir répondu à la question qui est arrivée à l'écran de Ouvdi Benkadi qui demande quels sont les résultats concernant les origines, destination des véhicules, donc l'affichage, comme tu viens de mentionner, Michael. Si toutefois, ce n'est pas la réponse que vous cherchez, M. Benkadi, juste me réécrire, soit par le biais de la plateforme ou en courriel à moi ou à Michael pour qu'on puisse vous répondre avec une réponse plus à votre qui va répondre à votre question finalement. On a déjà dépassé notre temps, mais il me reste une question à l'écran qui vient de Patrick encore. On va la répondre, puis après ça, on va mettre fin à la présentation. En cas d'incident entre deux capteurs, y a-t-il une alarme quelconque qui est générée, Michael? Très bonne question, Patrick. Présentement, ça, ce n'est pas configuré dans le système. C'est surtout un système de recueil de données. Oui, c'est en temps réel, mais j'ose dire near real time. Il n'y a pas d'alarme configurée. Donc, s'il y a un incident, si on voit qu'il y a un match, une détection faite à un capteur et on s'attend de le voir, ce Bluetooth, où on voit une chute subitement des valeurs, des volumes, vitesse, les autres paramètres, mettons, qu'il y a une alarme qui est signalée. Ce n'était pas dans le cadre de ce mandat, mais c'est quelque chose qui peut être ajouté, effectivement. D'accord. Michael, merci beaucoup pour tes réponses. C'était la dernière question qu'on avait. Donc, sans plus tarder, on remercie tout le monde qui a participé à ce webinaire. Je remercie énormément Michael DeSantis de nous avoir assistés dans ce webinaire aussi. Puis nous espérons que ce webinaire a été très informatif pour vous. Si jamais vous avez des questions, quoi que ce soit par la suite, n'hésitez pas à nous écrire, que ce soit à Michael, que ce soit à moi. Peu importe la question, on va trouver les réponses à vos questions. J'aimerais aussi rappeler que cette présentation va être envoyée à tous nos participants par courriel après la présentation. Puis, il va nous faire extrêmement plaisir de vous en faire parvenir une copie. Donc, à tous, on a dépassé un petit peu notre temps de presque 4 minutes, c'est quand même pas pire. Donc, à tous et à toutes, merci beaucoup. Bonne journée. Merci pour votre participation. Merci. Merci, Michel. Au revoir. Merci. Bonjour.